Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui Dr Amani Abou Zeid, commissaire de l'Union africaine aux infrastructures et à l'énergie. Et au Cameroun, l'organisation humanitaire Human Rights Watch a accusé des hauts responsables civils et militaires camerounais d'avoir mené des actions contre les réfugiés nigérians. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui une délégation de la commissaire africaine, une délégation conduite par la commissaire de la Commission africaine de l'énergie avec à sa tête Dr Amani Abou Zeid. L'entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, et du directeur de l'agence chargée de développement de l'énergie géothermique. Le docteur Amani a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité et a indiqué que le but de sa visite à soutenir le projet de développement de la géothermie. Elle a souligné l'importance du développement des énergies renouvelables qui représentent un avenir pour la création de la richesse et du développement du pays. Elle a aussi précisé que son séjour à Djibouti a permis de visiter certains secteurs stratégiques du pays, comme les infrastructures portuaires et la télécommunication, et a pu s'imprégner des avantages tirés de ces secteurs. Elle a ainsi exprimé sa volonté de coopérer avec les autorités et que sa commission sera disponible pour apporter l'appui nécessaire au développement du pays. En réponse, le Premier ministre a indiqué à son hôte que le gouvernement a défini certaines priorités pour le développement du pays et que les énergies renouvelables font partie de ces dernières. Il a évoqué la détermination du gouvernement à développer ce secteur porteur de richesse. Selon le Premier ministre, tous les moyens sont déployés pour faire avancer ce projet afin d'acquérir l'autonomie énergétique. Le Premier ministre a par ailleurs félicité les bailleurs de fonds qui participent au projet de la géothermie sur le site de Lakassal et a exhorté la Commission africaine de l'énergie de s'associer à cet effort afin de faire de Djibouti un pays émergent. Le docteur Amani Abou Zeid, commissaire, donc on le rappelle, de l'Union africaine en charge des infrastructures et des énergies, a indiqué que le but de sa visite consiste à soutenir le projet de développement de la géothermie. Elle a souligné l'importance du développement des énergies renouvelables et en particulier la géothermie. Je propose de l'écouter. Pour la signature d'un accord de don d'à peu près $1 million dans le cadre des projets de géothermie. En fait, ce financement est destiné aux études de surface et représente à peu près 80% du coût de ces études. Comme vous savez, en Afrique en général, et surtout à la Commission de l'Union africaine, nous sommes très conscients de la question énergétique sur le continent et nous travaillons à développer donc les capacités de nos pays pour l'énergie et surtout les énergies renouvelables. Donc votre pays donne un excellent exemple, surtout pour la géothermie. Donc nous appuyons les efforts de Djibouti. Nous avons déjà octroyé des dons à $90 millions pour 26 projets dans différents pays de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est regorge de potentiel géothermique qui pourrait atteindre 20 000 mégawatts. Donc nous travaillons avec les pays de la région pour promouvoir ces sources d'énergie géothermique. Ali Abdoulaye, bonsoir. Et il semble alors que le gouvernement soit bien décidé à compter sur l'énergie géothermique. Eh bien donc la République de Djibouti est fortement engagée, vous l'avez dit, dans le développement des énergies renouvelables, qu'il s'agisse du solaire, de l'éolienne ou de l'énergie géothermique. De nombreux partenaires sont sollicités pour nous appuyer sur cette voie et nous permettre de réduire fortement la facture énergétique. Le gouvernement reste conscient donc du coût de l'énergie à l'heure actuelle pour donc les foyers ou les ménages, d'autant que les sociétés et les entreprises, ce qui freine notamment l'implantation des petites industries de transformation. Madame Amina Abou Zeid, commissaire de l'Union africaine pour l'énergie et les infrastructures, que nous
donc à l'instant, a signé avec les autorités concernées une convention en ce sens. Madame Amounazid, qui a pu rencontrer donc dans les sujets précédents le Premier ministre ainsi que plusieurs donc membres du gouvernement, a félicité Djibouti pour les efforts fournis afin de pouvoir compter sur des énergies renouvelables. Elle a en outre précisé que quelques 90 millions de dollars ont été collectés et attribués à 26 projets concernant l'énergie géothermique dans les pays de l'Afrique de l'Est, dont le potentiel concernant l'utilisation des sources chaudes sorties des entrailles de la Terre sont très importantes. Asma, ils sont de l'ordre de 20 000 mégawatts. Merci Ali Abdoulaye, reste avec nous sur ce plateau. Et sans transition, le ministre de l'équipement et des transports a également reçu Dr Amani Abouzeid, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Belghad El-Moussahelam, a reçu ce matin à son cabinet la commission de l'Union africaine représentée par Dr Amani Abouzeid, commissaire en charge donc, des infrastructures et de l'énergie. Était présent aussi à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, ainsi que le directeur des transports, M. Dileta Sultan Mohamed. Lors de cette visite de courtoisie, les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer davantage la coopération entre Djibouti et la délégation de la Commission de l'Union africaine. Il a été également en question des différents projets que mène actuellement la République de Djibouti dans les secteurs des infrastructures. Autre rencontre dans la même journée, la commissaire de l'Union africaine chargée des infrastructures et de l'énergie a cette fois rencontré le ministre de l'énergie. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et l'Union africaine pour le développement de l'énergie à Djibouti, rappelant que la commissaire de l'Union africaine a signé une convention de dons pour soutenir Djibouti dans les études pour la promotion des énergies propres à Djibouti, dont particulièrement la géothermie. À Paris, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a eu hier des rencontres avec deux hauts responsables du gouvernement du nouveau président français, Emmanuel Macron. Il s'est entretenu successivement avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, puis avec M. Franck Paris, conseiller Afrique du président Macron. Ces rencontres ont permis de faire le point sur les relations entre les deux pays et la situation régionale et internationale. Les deux parties ont réitéré leur engagement à approfondir davantage les relations séculaires, privilégiées et stratégiques existant entre Djibouti et la France. C'est ce qu'a indiqué donc le communiqué qui nous parvient de l'ambassade à Paris. L'ambassadeur donc de Paris à Djibouti, Ayed Moussaad Yahya, a préparé ces rencontres. L'ambassadeur donc de Djibouti à Paris. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé conduit une retraite de réflexion à Arta. De bonne heure ce matin, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meriki, s'est déplacé à Arta en compagnie d'une centaine des hauts responsables composés par l'ensemble des directeurs et des cadres du ministère afin de participer à une retraite de réflexion sur les actions à venir que le département de la Santé entend mener dans les jours prochains. À son arrivée à Arta, le ministre de la Santé a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région, Abdoulaye Delal-Akié, le président du conseil régional, Elmi Bouh, la vice-présidente, Mme Filsen Elmi, ainsi que M. Ali Mohamed Dalal, proviseur donc du lycée d'hôtellerie d'Arta, qui a abrité cette réunion de réflexion. Objectif, discuter essentiellement sur les 3 points à l'ordre du jour, à savoir la campagne imminente des soins de proximité porte-à-porte, qui débutera dans le courant du mois d'octobre prochain, mais également de la consultation nationale qui sera menée sur toute l'étendue du territoire national, et enfin la 2e édition de la caravane médicale et chirurgicale au niveau national. Le ministre a d'emblée remercié le préfet de la région et le président du conseil régional qui lui ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. Dr Jamal Meriki a lui aussi donc adressé sa gratitude à l'endroit de son collègue de l'éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, pour avoir mis à leur disposition ce cadre idyllique et agréable, propice pour engager une réflexion fructueuse. Pour leur part, le préfet et le président de la région d'Arta, le président du conseil régional, ont tous les deux remercié de vive voix le ministre de la Santé d'avoir choisi leur paisible région pour abriter une telle rencontre aussi importante.
Dans son allocution, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mihouki, a rappelé les résultats attendus de cette réunion de réflexion en annonçant les divers points à l'ordre du jour. Le ministre a indiqué que cette démarche se veut inclusive et participative en associant tous les secteurs clés du ministère de la Santé à la réflexion autour des thématiques à l'étude. On écoute. Le principal de cette retraite aujourd'hui, c'est que nous voudrions avoir un climat pour pouvoir mener ensemble, du ministre jusqu'au chef de bureau du ministère de la Santé, avec les responsables de différents établissements hospitaliers et les régions, mener une réflexion sur nos actions de proximité et les perspectives que nous voulons mettre en place pour que la santé de proximité puisse améliorer et puisse être plus efficace. Nous voulons mener ici une réflexion sur comment faire une approche à la population, comment discuter avec la population, quelles sont les méthodes les plus efficaces à mettre en place. Nous avons des idées, mais nous voulons conjuguer tous ensemble ces idées et faire sortir quelque chose de concret dans cette retraite, postérieurement appliquer cela sur le terrain. En premier lieu, parlons de la consultation non seulement, premièrement, du département de la santé, et postérieurement, nous allons nous étaler sur la consultation nationale en passant dans chaque région et les communes de la capitale. Dans cette consultation, il en sortira le besoin urgent que nous devons mener, surtout dans la santé de proximité. Et dans ces besoins, nous allons prendre toutes ces recommandations, toutes ces demandes de la population, les synthétiser et postérieurement les transformer en action. À part cela, il y a d'autres projets d'envergure que nous avons initiés il y a presque 3 à 4 mois, que nous étions en train de travailler et nous allons mener ici sa présentation pour postérieurement, selon nos ambitions, le mois d'octobre, le rendre une réalité. Et nous avons choisi Arta pour sa proximité avant tout, mais aussi pour son climat et la tranquillité, pour mener à bien à nos réflexions. Donc nous allons rester tout le long de la journée jusqu'à ce soir, et de là, nous allons faire sortir les idées clés. Nous pensons dans les calendriers, nous ne savons pas à quelle date sera Arta, nous allons vous le dire en avance pour que vous puissiez vous préparer et inviter tous les maillons de la société civile de la région d'Arta, les responsables étatiques tels que la préfecture, les responsables qui représentent la population qui est le conseil régional, les associations de femmes, des jeunes, des cadres, ainsi de suite, et avoir une conversation franche et ouverte sur la question de la santé dans notre pays. Où nous sommes ouverts. S'il y a des améliorations à faire, il faudrait voir dans toutes les structures sanitaires qu'est-ce qu'il y aura à améliorer, qu'est-ce que demande la population, ainsi de suite. Et nous, selon nos moyens, nous allons y répondre au plus vite possible. Voilà le ministère de l'Éducation nationale qui montre ce que la solidarité gouvernementale en mettant à notre disposition ces belles locaux et ainsi que tout autre besoin que nous aurions dans notre retraite, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'accueil, que ce soit l'organisation. En quelque sorte, nous remercions donc le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation nationale et le responsable, le directeur de cet institut dans lequel nous sommes, qui est l'autorité. Et suivons ces quelques réactions des participants à cette réunion. Aujourd'hui, ici, sous l'initiative et l'égide du ministre de la Santé, son Excellence Jamal El-Mihouki, l'ensemble en fait des responsables du ministère de la Santé se sont réunis pour une retraite sur la réflexion de sujets stratégiques, 3 sujets stratégiques essentiels pour la prise en charge des qualités de la population. C'est fait ici à Arta. En premier lieu, en fait, la réflexion s'est tenue sur un projet d'envergure, à savoir un projet de porte-à-porte au niveau de la capitale, mais également l'ensemble des régions
pour une prise en charge des qualités de la population. Le deuxième projet consistait en fait à une réflexion sur une consultation nationale à mener au niveau de l'ensemble des régions, mais également à Djibouti-Ville, pour faire ressortir l'ensemble en fait des problématiques et discuter sur les problématiques des santé publiques. Le troisième sujet sur lequel la réflexion s'est menée avec l'ensemble des responsables du ministère de la Santé consistait en fait à l'élargissement des caravanes médicales spécialisées à l'endroit de la population et comment les améliorer pour mieux les cibler au niveau de la population. Santé toujours, le ministre de la Santé, Dr Jamer El-Meouki, qui a tenu hier une importante réunion avec les directeurs des établissements hospitaliers, les directeurs sectoriels du ministère ainsi que l'ensemble des coordinateurs des programmes transversaux pour faire le point sur les actions menées par chaque entité relevant du département de la santé durant les 3 premiers trimestres 2017. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a préparé cette réunion de travail qui revêt une importance capitale pour évaluer les performances de toutes les entités du ministère. Le ministre de la Santé a également reçu hier après-midi dans son cabinet l'ambassadeur de la République de Turquie, Sadi Altinok, et le nouveau coordinateur principal de l'agence turque de coopération, la TİKA. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Santé et l'ambassadeur turc ont passé en revue les différents projets concernant le département de la santé qui sont mis en œuvre par la TİKA à Djibouti. Dans le domaine de santé, nous envisageons de construire un hôpital qui répondra à la nécessité de Djibouti et qui sera un hôpital moderne et exemplaire sur le continent de l'Est de l'Afrique. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de schématiser, de finaliser le prototype de l'hôpital et très rapidement nous allons avec les entrepreneurs commencer la construction de l'hôpital. Nous sommes à la disposition de la République de Djibouti pour approfondir notre coopération dans tous les domaines, que ce soit éducation, santé, production, augmentation de capacité, renforcement technique. Et nous sommes très optimistes. Nous sommes là à la disposition du peuple de Djibouti, à ses très chers représentants. Et c'est pour cela que, Inch'Allah, notre premier grand projet, un des grands projets, se débutera et finalisera très très bientôt et pour le mettre en service prêt à notre très cher peuple frère de Djibouti. Le ministre a saisi cette occasion pour remercier solennellement l'ambassadeur turc et le coordinateur de l'agence turque de coopération pour leur précieux et constant effort à soutenir Djibouti. Suivant d'ailleurs cette réaction du ministre de la Santé, Dr Jamer El-Meouki, qui est revenu sur les détails de sa rencontre avec les représentants turcs. Du ministère de la Santé et du président de la République, au nom de la Première Dame, l'ambassadeur de la Turquie, le responsable de TİKA à Djibouti et le gouvernement et la population turque. Puisque, comme vous le savez, la Première Dame de la Turquie avait promis un hôpital à la Première Dame de la République de Djibouti. Après, toutes les procédures ont été faites. Nous sommes déplacés en Turquie. Nous avons eu un prototype d'un hôpital et nous avons exprimé quelques inquiétudes. Alors aujourd'hui, une bonne nouvelle est arrivée. Nous remercions le représentant de la TİKA ici présent, puisque tout le plan a été revu, l'hôpital a été agrandi, a été aménagé comme nous voulions et équipé aussi comme nous voulions. Et très bientôt, l'appel d'offres va se réaliser et l'hôpital verra, Inch'Allah, le jour. Et cela est une très bonne nouvelle. Et nous remercions la Turquie et ses représentants ici à Djibouti qui travaillent d'arrache-pied, main dans la main avec le département de la santé. Cette semaine, il y a la TİKA nous a mis à notre disposition un don de médicaments très important qui permettra au ministère de la Santé, plus particulièrement aux hôpitaux, de pouvoir avoir une abondance en médicaments. Et cela prouve la politique et la clairvoyance du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, Djibouti ne se dirigeait qu'à quelques pays. Aujourd'hui, cette vision, cette clairvoyance, cette projection
de notre président est démontré partout dans le monde, puisque vous voyez que Djibouti a des relations d'amitié et de fraternité avec tous les pays, et plus particulièrement avec la Turquie, qui a une très bonne relation entre notre gouvernement et le gouvernement turc. Dans la question de la commission mixte, qui se fera, Inch'Allah, dans les mois à venir, la question de la santé sera primordiale et prioritaire. Nous allons regarder avec un œil clinique cet aspect de la coopération et la renforcer. Cela montre l'importance qu'a la santé dans notre pays, que le président l'a donné, et aussi l'importance au niveau de la Turquie. Nous allons travailler main dans la main. Un projet de loi donc consacré à l'emploi des jeunes a été donc à l'ordre du jour mardi lors du Conseil des ministres. En effet, un projet de décret réglementant notamment les contrats d'apprentissage a été adopté lors de cette 18e séance. Ali Abdellah est avec nous sur ce plateau pour nous éclairer sur le sujet. Et c'est donc question qui a été examinée, vous l'avez dit, lors de la 18e séance du Conseil des ministres. Ce projet de décret vise à mettre en place un dispositif réglementaire afin de garantir une meilleure employabilité des jeunes qui est devenue aujourd'hui nécessaire. Il faut savoir que Asma, le fléau du chômage des jeunes constitue un défi majeur auquel notre pays est confronté, en vue de mieux répondre donc aux exigences et aux besoins en matière d'insertion socio-économique et donc de la formation professionnelle des jeunes. Il était nécessaire de mettre en place ces dispositifs. Ce projet donc a pour objet d'inciter les entreprises en fonction de leur effectif à recruter par un contrat d'apprentissage les jeunes de 16 à 25 ans afin de suivre donc une formation en vue d'acquérir une qualification professionnelle. Ce texte prévoit également des conditions du contrat d'apprentissage et son exécution. Pour donc plus de détails, nous avons en ligne M. Abdi Farah. Il est inspecteur général du travail. Bonsoir monsieur. Bonsoir M. Ali. Première question, donc quelles sont les mesures prévues dans ce texte pour inciter ces entreprises à employer le jeune pour une formation ou un stage d'apprentissage? Merci M. Ali de m'avoir invité dans votre plateau. Voilà, ce décret qui a été approuvé lors du dernier Conseil des ministres concerne, comme vous l'avez bien souligné, les conditions de fond et de forme, ainsi que les mesures de contrôle et l'exécution du contrat d'apprentissage, conformément à l'article 75 du Code du travail, qui lui prévoyait l'approbation de ce texte. Il concerne effectivement, c'est un projet de décret qui ambitionne, qui incite les employeurs, comme vous l'avez souligné, à embaucher les jeunes de 16 à 25 ans, sans expérience professionnelle bien sûr, afin de découvrir le monde du travail tout en se forgeant une première expérience professionnelle afin d'avoir de bonnes chances. Durant la période d'apprentissage, le jeune apprenti percevra un salaire bien sûr, un salaire minimum qui ne peut être inférieur à 27% comme vous l'avez souligné, et ce salaire est relatif au métier dans lequel l'apprentissage évolue. Ce projet de décret prévoit également un quota des apprentis en fonction de l'effectif des entreprises afin de mieux absorber l'effectif de quota. Et il faut souligner ici que c'est les sociétés qui emploient plus de 100 personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les sociétés de moins de 100 personnes ne sont pas concernées dans ce contrat d'apprentissage. Chaque fois que la société emploie plus de 100 personnes, elle rentre dans le champ d'exécution de ces décrets. Il a été donc question lors de ce même Conseil des ministres d'un projet de décret relatif au fonctionnement donc de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires. Qu'est-ce qui change donc dans les représentations des syndicats des travailleurs et celui des employeurs qui étaient donc avant en nombre égal? Justement, M. Ali, dans ce décret, il y a lieu de souligner qu'il était nécessaire
de promulguer ce décret, car les conventions collectives sectorielles devraient être révisées depuis 2006, ce qui n'a pas été le cas. Le gouvernement avait donné un délai de 3 ans, prorogé en 2 ans par la loi numéro 61 en 2009, afin de négocier de nouvelles conventions collectives, mais malheureusement, le secteur privé n'a pas suivi cela. C'est pour cela que ce dispositif est mis en place afin que la Commission relance la conclusion et les négociations des conventions collectives sectorielles, mais aussi à ce que cette Commission veille à leur application. Il y a lieu de souligner également que la Commission sera également chargée du titre de l'évolution des salaires hiérarchisés dans le secteur privé, ce qui est la première dans notre pays, car nous savons que le salaire est négociable entre l'employeur et les travailleurs. Parfois, certains employeurs abusent les besoins de travailleurs et proposent des salaires sous-conditionnés et qui n'est pas conforme au travail fourni. Merci donc pour ces explications, Asma. Il faut dire donc que ces projets donc est très important pour les travailleurs et les jeunes, pour leur insertion socio-professionnelle, les jeunes qui sont donc en stage de formation, qui ont donc été formés par le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Comme ça, donc ces jeunes-là auront un emploi au sein des sociétés qui emploient plus de 100 personnes. C'est ce qu'a indiqué l'inspecteur général du travail, M. Abdi Farhidli. Voilà donc un projet qui garantit une meilleure employabilité des jeunes. Merci Ali pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu en audience aujourd'hui le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Hassan, et du directeur des Transports, M. Zileta Sultan. Sur ce point précis, le ministre du Transport a émis le souhait de voir la Banque mondiale approfondir les relations de coopération, et ce, dans l'atteinte de l'objectif qui est d'améliorer la notation des performances de la chaîne logistique djiboutienne. Il a en outre été question des opportunités dans ce sens dans le département ministériel de l'équipement et des transports, qui pourrait donc bénéficier de la part du bailleur de fonds international. Et enfin, le ministre de l'équipement et des transports a remercié le représentant de la Banque mondiale pour toutes ses contributions, la Banque mondiale déjà pour toutes ses contributions financières dans la réalisation d'un certain nombre d'études relatives au secteur des transports. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douali, accompagné de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, a tenu une réunion de sensibilisation pour les habitants du quartier autour de l'annexe RPP de quartier 6. Étaient présents également les élus locaux et les représentants de l'administration. Objectif de cette sensibilisation était de tourner autour de la construction en cours du centre d'incubation pour l'entrepreneuriat, afin que les jeunes djiboutiens puissent créer leur propre entreprise. Les voies et moyens pour améliorer l'assainissement et l'environnement et la mise en place des structures pour les jeunes. La secrétaire d'État aux affaires sociales a affirmé que la prochaine opération pour éliminer les routes menant au centre grâce au lampadaire solaire, les membres du comité exécutif dirigé par M. Ilyas Moussa Douali, secrétaire général accompagné par Hussein Idriss Abouled et Gohar Hamadou, et 2 ministres, donc la secrétaire d'État chargée des affaires sociales et le ministre Hassan Kamil, ont discuté durant la réunion des projets et des difficultés constatées dans les quartiers. Il a été aussi évoqué l'environnement et l'assainissement qui doivent être les préoccupations de l'ensemble de la population. Le secrétaire général du parti a exhorté les participants de la nécessité d'une mobilisation de tous les militants pour venir à bout de ces difficultés. On doit mettre en avant le patriotisme dans l'action de tous les moyens, avec la participation des leaders communautaires, notamment les femmes, qui doivent jouer
un rôle dans la vie des quartiers. Il a annoncé que les militants et la population des quartiers seront associés à tous les projets de développement. Notons aussi que le président de la commune de Bel'as, le directeur de la voirie, le président du groupe RPP à l'Assemblée nationale et d'autres responsables ont participé à cette réunion à l'annexe quartier 4, 6 et Anguilla du RPP qui est le plus important dans la capitale. La secrétaire d'État, Mme Mouna Ousmane Aden, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ont annoncé devant l'assistance la mise des éclairages à l'avenue Nasser ainsi que les structures pour l'épanouissement des jeunes dans ces quartiers. Passons à présent à ce qui domine l'actualité internationale. Au Cameroun, Fardous Hussein, bonsoir. L'organisation humanitaire Human Rights Watch a accusé des hauts responsables civils et militaires camerounais d'avoir mené des exactions contre les réfugiés nigériens ayant fui le territoire pour donc fuir et échapper à Boko Haram. Effectivement, donc, Asma, comme vous le dites, le Cameroun a expulsé plus de 100 000 réfugiés nigérians ayant donc fuyant les groupes djihadistes de Boko Haram, victimes d'actes de torture, d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise. Et selon donc ce rapport accablant de Human Rights Watch, le nord-est du Nigeria, l'épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, souffre d'une grave crise humanitaire après des années de conflit qui a fait plus de 20 000 morts et environ 2,5 millions de déplacés. Combat entre armées nigériennes et insurgés, embuscades, attentats, suicides restent donc le quotidien de cette région du lac Tchad, désertique aux confins donc du Cameroun, du Tchad et du Niger. Et en Indonésie, Fardous, l'on se prépare à voir une nouvelle éruption du volcan du mont Agung. Effectivement, donc Asma, l'île la plus touristique de l'Indonésie, donc s'attend à voir un volcan qui s'apprête à rentrer en éruption à tout moment pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Le volcan culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il se dresse à environ 75 km des principales destinations touristiques de Kuta à de Seminyak. Il gronde donc depuis un mois. Le niveau d'alerte maximale à Bali a été décrété le 22 septembre et les autorités recommandent donc de rester à plus de 9 km du cratère du volcan, loin des zones touristiques. Plus de 80 000 habitants de ce district ont été donc évacués ces derniers jours. En surface, c'est un faible dégagement de fumée blanche, comme vous pouvez donc le voir sur ces images. Au-dessus du volcan est visible. Les autorités se tiennent prêtes à dérouter des vols à destination donc de Bali vers 10 autres aéroports. Merci Fardous. Merci. Et merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à toutes et à tous.